and you respected the time actually. So yeah, very nice. So let me share my screen so that we start with the second part of this webinar. So yeah, let me know when you. mm, okay, I think it's good now. You see the screen? Yeah. Okay. Thank you. Um. So I apologize because I will just switch in French now for this part of the talk, but the whole presentation is in English, so you can read. And if there is something that is not clear at the end, please don't hesitate to ask questions. I will try my best to answer in French and in English. We are not only a student from from UBA here and a lecturer from UBA, so that's why I will also want to include yeah, both languages. So let me try and start my part of the presentation in French. But you can read the slide to have the translation in English. I apologize for that for those who don't understand French. Okay, donc, je vais présenter cette partie du webinaire qui s'intitule l'utilisation éthique de l'intelligence artificielle dans le travail académique. Pourquoi est-ce que c'est important d'observer le côté éthique et de garder le côté éthique lorsqu'on utilise l'intelligence artificielle? Alors, au cours de la présentation, nous verrons comment ne surtout pas céder à l'utilisation facile de l'intelligence artificielle parce que ça mène surtout vers une perte de la pensée critique, de notre pensée critique, de notre libre arbitre, qu'on appelle notre signature ou notre voix. Donc, au courant de cette présentation, on va aborder les différents points qui sont assez importants pour tout scientifique ou tout professionnel qui évolue dans le milieu professionnel académique de garder sa conscience éthique lorsqu'il utilise l'intelligence artificielle. Donc, qu'est-ce qu'on inclut dans le terme intelligence artificielle? Qu'est-ce qu'on appelle l'intelligence artificielle générative? Donc, par définition, c'est un système qui va générer des textes, des images ou même des codes et qui va générer tout ceci en suivant des voies, des chemins qu'il a appris avec des données, avec une multitude de données collectées sur Internet. Donc, ça lui permet de reproduire, de mimiquer en quelque sorte le comportement humain. Donc, une intelligence artificielle générative, une intelligence artificielle qui produit un texte, une image ou un code. Donc, quels sont les bénéfices de l'utilisation de l'intelligence artificielle en général? Déjà, ça permet d'avoir des résultats plus rapidement, ce qui nous confère une grande efficience, une efficacité accrue. Et aussi, au niveau des suggestions, ça permet de prendre de meilleures décisions parce que l'intelligence artificielle permet, en fait, nous suggère par rapport aux problèmes posés, va nous suggérer plusieurs options, ce qui va faire en sorte que notre prise de décision va être plus éclairée et plus avisée. Donc, aussi également en termes de structure, lorsqu'il faut structurer un texte ou lorsqu'il faut structurer sa pensée, l'intelligence artificielle va nous aider à nous améliorer, à être plus fluide et plus cohérent dans la manière dont on structure nos textes, nos images ou bien le déroulé d'une vidéo. Et dans le même sens, ça permet d'augmenter la créativité parce qu'avec l'intelligence artificielle, c'est un peu comme une extension de notre cerveau et ça nous permet justement d'augmenter notre créativité et d'améliorer surtout notre forme de langage. On n'est pas tous confortables à utiliser peut-être une forme assez formelle lorsqu'on s'exprime. Du coup, l'intelligence artificielle va venir améliorer notre capacité voilà, à s'exprimer en nous donnant ou en améliorant forme de notre forme d'écriture ou notre forme d'expression si c'est un texte qui va être converti en vidéo. Donc, quelles sont les limites
qu'on retrouve dans l'intelligence artificielle. Déjà, il y a la limite d'utilisation abusive, ça c'est acquis, et c'est dans tous les domaines qu'il y a une utilisation, le fait que l'utilisation soit facile et abordable, ça fait en sorte qu'elle devient aussi abusive et pas contrôlée, ce qui engendre beaucoup d'erreurs et puis qui engendre également une incorporation de données fausses, parce que l'artificiel se nourrit des données, l'intelligence artificielle se nourrit des données. Et le fait qu'on utilise de plus en plus, on se base sur des données qui sont parfois des données fausses, sans source fiable, et cela va enrichir l'intelligence artificielle à accepter, à rendre commun l'utilisation des données fausses, ce qui n'est pas évident. Donc, le type d'intelligence artificielle qu'on peut retrouver actuellement, on a celles qui sont dédiées uniquement à la génération des textes, comme par exemple ChatGPT, c'est uniquement pour la génération pour de générer des textes. Bon, ça, c'était les premières versions. Au fur et à mesure que ça avance, il y a des versions de ChatGPT qui permettent de créer des images, de créer des vidéos. Ça, ce sont les versions un peu payantes, on va dire ça comme ça. Et puis, il y a des versions qui sont spécialisées dans la conversion de texte en images ou de texte en vidéo. On a aussi des intelligences artificielles qui permettent de transformer un discours ou bien un texte, voilà, en vidéo ou vice-versa. Et puis, c'est aussi également utilisé dans le domaine de la musique, dans le domaine de l'art. On n'arrive pas vraiment à distinguer au jour d'aujourd'hui ce que l'intelligence artificielle crée dans la musique lorsqu'on compare avec ce que l'humain crée. Tellement on a amélioré, tellement on a perdu l'utilisation de cet outil qu'au final, ça devient de plus en plus difficile de reconnaître le vrai du faux, c'est-à-dire l'humain du robot. Qu'est-ce que l'humain a créé? Qu'est-ce que l'intelligence artificielle a créé? On arrive de moins en moins à avoir une différence évidente. Donc voilà, on va s'attarder sur qu'est-ce que tout le monde, pourquoi on en parle de plus en plus et surtout comment freiner cette utilisation abusive de l'intelligence artificielle. Donc, voilà, pourquoi tout le monde aujourd'hui, pourquoi on parle de ça, pourquoi ça se retrouve partout dans tous les domaines professionnels? Déjà parce que ça trouve une application dans tous les domaines professionnels. Dans tous les domaines, on peut utiliser l'intelligence artificielle, même si c'est pour le brainstorming, pour penser et développer ses idées, on arrive à utiliser l'intelligence artificielle dans absolument tous les domaines. Et bien sûr, le domaine académique n'est pas épargné. Donc, on a plusieurs outils qu'on connaît, qu'on utilise tous les jours, comme ChatGPT, comme Copilot, comme Perplexity. Ce sont les plus usuels, celles qu'on retrouve tous les jours et qu'on utilise au quotidien. Et puis, pourquoi aussi c'est le sujet même de notre webinaire aujourd'hui qui concerne majoritairement les étudiants et les jeunes chercheurs. C'est parce que ces deux classes sont très souvent soumises à une pression, la pression de produire et de produire vite. Produire bien, produire vite, ça, ça nous pousse littéralement vers l'utilisation facile de l'intelligence artificielle. Oui, on a tendance à beaucoup accuser les étudiants d'utiliser l'intelligence artificielle pour parfois tricher, pour faire des devoirs bâclés, mais les enseignants aussi se tournent vers l'intelligence artificielle. On n'est pas en train de dire que utiliser l'intelligence artificielle, c'est mauvais. On est en train de dire que la façon d'utiliser doit suivre des critères éthiques assez sérieux et assez stricts. Donc déjà, qu'est-ce que les gens pensent en général, le commun des mortels qui utilisent l'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'ils pensent? La plupart, quand on pose la question, ils se disent que l'intelligence artificielle peut tout faire. D'autres se disent que tout ce que l'intelligence artificielle crée, c'est pas biaisé. Donc, ils croient en ce que l'intelligence artificielle produit. Comme je le disais tantôt, on peut voir aujourd'hui des vidéos de personnages publics, des personnages qui sont parfois des stars, qu'on voit en train de danser sur la vidéo. Je pense que beaucoup d'entre vous, vous avez vu des vidéos circuler où on peut voir le chef de l'État en train de danser le mollet, ou bien on peut voir la photo d'une personne, on peut entendre la voix d'une personne en train de dire quelque chose. Et pourtant, c'est l'intelligence artificielle qui fait cela. Donc ça, c'est pas une manière éthique
utiliser l'intelligence artificielle parce que dans le même sens, dans le milieu académique, certains vont utiliser l'intelligence artificielle pour produire des documents qui vont être publiés. Et je crois que si vous avez bien suivi la première présentation sur le plagiat, vous devez savoir, sorry, vous devez savoir que c'est du plagiat. D'aller copier un texte et de ne pas mentionner la source, c'est du plagiat. Et à force d'utiliser l'intelligence artificielle sans cadre, on se retrouve en train d'avoir un outil qui est hors contrôle. Donc ça, c'est ce que la majorité des gens pensent. Donc, en quoi est-ce que ça aide vraiment le milieu académique à l'université? En quoi est-ce que l'intelligence artificielle vient être complémentaire, vient être utile? Et dans quel cadre faudrait-il, on va dire, recadrer son utilisation? Alors déjà, premièrement, lorsqu'on utilise l'intelligence artificielle dans le milieu professionnel, c'est surtout, ça devrait être surtout pour des idées, pour un brassage d'idées, pour réfléchir, pour essayer d'éclairer sa pensée. On n'utilise pas l'intelligence artificielle normalement pour créer, mais on utilise l'intelligence artificielle pour recadrer. Donc, lorsqu'on a déjà des questions, lorsqu'on a déjà un texte qui est écrit, alors on va utiliser l'intelligence artificielle pour réécrire dans un bon français ou un bon anglais. On va réutiliser l'intelligence artificielle pour améliorer notre qualité d'écriture. L'intelligence artificielle ne doit pas être notre second cerveau, ça ne doit pas être euh, notre pensée, mais ça doit améliorer, c'est juste comme une ring light sur une pensée qui est déjà là. Donc voilà, pour générer, on peut utiliser dans le milieu académique, on peut utiliser l'intelligence artificielle pour se réécrire, c'est-à-dire réécrire peut-être des questions d'examen, surtout pour ceux qui ne s'expriment pas correctement, on va dire, dans une langue, ils peuvent utiliser l'intelligence artificielle pour réécrire sans faute. If I take my own example, since I know in English I'm not that good, I will use artificial intelligence actually only to improve the quality of my English so that my lecture note can be readable, understandable by students. I can't use artificial intelligence just like to create from nowhere a lecture note about a course. So this is what I was explaining here. Donc, pour reformuler, pour améliorer l'écriture, mais pas pour créer. Donc, et aussi, on peut utiliser pour générer, par exemple, une table des matières. Donc, si on a un document, on a un rapport à rédiger, on a une thèse ou encore on a une fiche de cours, ce qu'on veut, c'est que l'intelligence artificielle ressorte les grands titres et nous retrace la table des matières. On ne va pas faire l'inverse. L'inverse est vraiment à prohiber, c'est-à-dire prendre une table des matières et demander à l'intelligence artificielle de faire le cours qui va venir remplir la table des matières. C'est ça qui est éthiquement incorrect. Donc, ce qu'il y a lieu de faire, c'est d'avoir déjà son cours, d'avoir monté son cours sur la base de supports, c'est-à-dire de livres, d'articles. Et une fois qu'on a monté le cours, on peut dire à l'intelligence artificielle, voilà, interroge ce cours, d'après toi, d'après le texte qui t'a été proposé, quelle est la table des matières qui sied le mieux à ce cours, ou bien demander s'il y a une partie qui manque à la compréhension des élèves pour que ce soit fluide, suggère-moi ce que j'ai manqué de détailler dans le cours. Et là, l'intelligence artificielle peut te dire, OK, dans ce cours, il manque telle partie, il manque telle autre partie. Et à ce moment, l'enseignant se doit d'aller chercher pour compléter l'information. Mais il ne va pas demander à l'intelligence artificielle de faire le cours à sa place. Une autre condition dans laquelle on peut utiliser l'intelligence artificielle dans le milieu académique, c'est pour résumer des textes qui sont assez longs. Lorsque les textes sont très longs, si on a 3-4 pages, alors on peut utiliser cela pour résumer nos textes. Il faut bien comprendre aussi, on va résumer un texte dont on connaît déjà la teneur. On ne va pas résumer un texte qu'on n'a pas lu, et parce que sinon on ne saura pas vraiment si le résumé sied à ce qui a été dit élaboré dans le texte. Donc, on lit le texte
et on cible les parties qui sont censées rester dans un résumé. Et lorsqu'on demande à l'intelligence artificielle de faire ce résumé, on a déjà une idée de à quoi le résumé doit ressembler. Donc, l'intelligence artificielle ne fait pas tout le travail à notre place. Ce n'est pas notre cerveau. Voilà ce que cette partie de l'intelligence artificielle dans le milieu académique résume. Ça devient un danger quand on utilise l'intelligence artificielle pour tout écrire. Pas de pensée derrière, pas de relecture, on utilise tel quel. Ça, ce n'est plus une forme de support à notre connaissance, ça devient maintenant notre connaissance, notre matière à penser. Et dans ce cas, on est déjà hors utilisation éthique de l'intelligence artificielle. Parce que le but de la recherche, le but d'écrire et d'enrichir la connaissance internationale, c'est surtout qu'elle doit, le fond, c'est surtout que ça doit rester transparent. Ça doit rester transparent, ça doit rester intègre et ça doit vérifier les sources. Donc, tout ce qu'on reporte comme données qui vont venir compléter la connaissance générale doit être vrai. Et pour que ce soit vrai et transparent, il faut que ce soit associé à une source, qu'on puisse retracer la provenance de ce qu'on dit. Avec l'intelligence artificielle, parfois, l'intelligence artificielle peut créer des sources qui n'existent pas. C'est ce qui arrive souvent quand on demande à l'intelligence artificielle de faire un devoir pour nous. Ça va créer des sources qui n'existent pas. Et ça, c'est une mauvaise utilisation de l'intelligence artificielle. Donc, copier et coller ce qui a été fourni, c'est une mauvaise façon de faire. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est vérifier chaque phrase, s'assurer que qui a été produit comme réponse soit juste, plagier et de citer le premier auteur qui a émis les faits. Donc, l'intelligence artificielle, dans le cas où on utilise pour faire la revue d'un papier, c'est également hors sujet. On ne peut pas, en tant que professionnel scientifique, aller utiliser l'intelligence artificielle pour faire une révision d'articles pour nous, par exemple. Ça, c'est un cadre où c'est vraiment un danger parce que ça va utiliser également de fausses sources pour étayer des points qui ne vont pas être corrects. Logiquement, quand on va lire, ça va tenir, mais si on vérifie les sources, à la base, elles n'existeront pas. Donc, et à la longue, si on continue dans ce sens, on perd le style, on perd notre pensée critique et on perd aussi notre capacité à apprendre par nous-mêmes. Au final, on n'apprend pas, on n'évolue pas. Donc, voilà les dangers de l'intelligence artificielle, c'est de tomber dans la facilité et de laisser un robot faire le travail pour nous. Donc, l'intelligence artificielle et le plagiat. Dans quel cadre on parle de plagiat lorsqu'on utilise l'intelligence artificielle? Déjà, c'est lorsqu'on va utiliser un texte qui a été créé par l'intelligence artificielle sans le citer, sans citer que le texte a été créé par l'intelligence artificielle. Et dans un second temps, c'est même si on le dit, il faudrait que chaque phrase du texte soit sourcée. Donc, on ne peut pas se prévaloir d'être un auteur si on n'a pas la capacité, la pensée critique de distinguer le vrai du faux. Donc, l'intelligence artificielle ici n'est pas une extension de notre cerveau. Et aujourd'hui, à cause de la mauvaise utilisation de l'intelligence artificielle, beaucoup d'institutions, des éditeurs, des journaux demandent qu'il y ait une déclaration de l'utilisation de l'intelligence artificielle, que ce soit mentionné dans le texte de manière explicite. À quel niveau exactement dans votre article vous avez utilisé l'intelligence artificielle. Donc, dans les journaux aujourd'hui, certains éditeurs vont vous demander cela, de dire où exactement est-ce que vous avez utilisé, si vous avez utilisé l'intelligence artificielle. Il faut le noter lorsque vous écrivez des papiers et s'assurer que le journal que vous allez publier, s'ils ont un AI plagiarism check, vous allez vérifier que voilà, quelles sont les conditions auxquelles mon texte doit
convenir. Donc, à l'issue, il faudrait savoir qui a écrit le texte. On ne copie pas juste, on colle. Et il faut aussi déclarer, si on l'a fait, quelle partie exactement du texte a été copiée, collée. Voilà les deux points importants du plagiat et l'intelligence artificielle. Donc, l'intelligence artificielle dans la recherche. Comment est-ce qu'on évite d'être associé à un plagiat lorsqu'on utilise l'intelligence artificielle? Déjà, il faut commencer par, le plus important, c'est de commencer par sa propre pensée, c'est-à-dire développer ses idées. Développer ses idées, essayer d'avoir sa propre vision de la chose. Donc, si on a un sujet aujourd'hui, ce qu'on veut faire, c'est développer le sujet, écrire, donc développer le sujet de OK. Thank you. Donc, on est en train de dire que dans l'écriture académique, il est important, avant même de penser à utiliser l'intelligence artificielle, il est important de rédiger d'abord son idée, écrire son idée, écrire toutes les petites différentes qu'il y a sur son idée, faire son brainstorming de son côté et ensuite aller interroger l'intelligence artificielle. Ici, ça doit être comme une caisse de résonance, c'est-à-dire j'ai une pensée claire sur un état de l'art dans un sujet. Je vais me poser la question, je vais faire ma recherche personnelle avec des outils de base comme Google, pas besoin d'impliquer l'intelligence artificielle, des articles récents, quel est l'état de l'art dans le domaine. Je fais mon état de l'art, c'est-à-dire quelles sont les dernières données, informations sur ce sujet, et j'ai mon idée avant d'aller interroger l'intelligence artificielle pour demander quel est l'état de l'art sur ce sujet. Parce que des fois, c'est uniquement de cette manière qu'on arrive à savoir déceler le vrai du faux. Donc, et il faut également, même si on arrive à avoir cet état de l'art qui correspond à ce qu'on a cherché de manière manuelle tout seul, il est important de réécrire tous les textes écrits par l'intelligence artificielle. Tous les textes doivent être réécrits. On ne va pas juste copier-coller, mais il faut s'approprier le texte. C'est comme ça qu'on conserve sa voix et c'est comme ça qu'on passe à travers les filtres des softwares qui vont analyser les taux de plagiat. Donc, on s'assure d'avoir réécrit les textes qui ont été produits par une intelligence artificielle. On ne copie pas juste et on colle. Ça, c'est si on a l'ambition de publier, bien sûr. Et il faut toujours avoir un tracking de notre pensée parce qu'on pourrait se perdre à force de suivre la logique de l'intelligence artificielle, on peut se perdre. Donc, quand on garde ces notes et bien structurées, bien alignées dans l'évolution de notre réflexion, on peut retrouver à tout moment notre fil conducteur, notre fil de pensée. Alors, si on utilise l'intelligence artificielle juste en copiant et en collant, on se retrouve à un moment donné perdu parce qu'on ne sait pas où on va, vu que ce n'est pas nous qui sommes à la base de l'idée. Donc, il faut bien évidemment utiliser les outils de détection de plagiat. Mais pourquoi utiliser ces outils de détection de plagiat? Ce n'est pas juste pour éviter de passer les mailles du filet. Quand on utilise l'outil pour détecter le plagiat, c'est surtout, déjà avant d'utiliser ça, il faut mentionner, on a dit tantôt, il faut mentionner dans une section AI Declaration Section, on doit mentionner dans cette section quel est l'outil qu'on a utilisé, à quel pourcentage on l'a utilisé et dans quelle partie de notre travail on l'a utilisé. Ça, c'est pour tous les professionnels qui évoluent dans le milieu académique. Pour conserver son intégrité et sa transparence, il faut dire qu'est-ce qu'on a utilisé comme outil, où on l'a utilisé et voilà, dans quelle partie du texte exactement on a utilisé. Et puis après, lorsqu'on fait le checking avec les outils de détection, le but n'est pas de tromper les éditeurs. Le but n'est pas
de produire un texte qui va être écrit à moitié par l'intelligence artificielle et s'en sortir sans avoir été attrapé par les éditeurs. Ce n'est pas ça le but. Donc, quand on apprend comment l'intelligence artificielle fonctionne, comment est-ce qu'elle est détectée, le but est de ramener son écriture. Alors, le but ici, ce n'est pas, comme je disais tantôt, ce n'est pas de tromper les éditeurs, d'arriver à passer les mailles du filet et à publier avec un travail qui a été produit uniquement par l'intelligence artificielle. Donc, on veut comprendre comment ça marche, mais surtout, on veut rester le plus humain possible. On veut rester, garder sa voix le plus authentique possible. Donc, les outils de détection des travaux produits par l'intelligence artificielle, comment est-ce qu'ils fonctionnent? Ils vont se baser sur deux outils qu'on appelle la perplexité, à quel point un texte va être perplexe, mais aussi, je peux dire, la taille des phrases. Alors, déjà pour ce qui est de la perplexité, comment l'algorithme va détecter cela? En général, ça va être des statistiques. Ce ne sont que des statistiques. Ici, on parle d'un robot qui va analyser le texte produit. Sur quelle base? Il va analyser le texte produit en fonction de comment les phrases, est-ce que cette phrase est prévisible ou pas prévisible? Est-ce que c'est une phrase qui est usuelle, banale, ou c'est une phrase qui ne l'est pas? Donc, à quel point un texte est perplexe? Parce que l'intelligence artificielle produit des phrases qui ne sont pas, on va dire, qui n'ont pas une grande perplexité. Donc, ils ne sont pas très compliqués. Certes, ça va utiliser des mots qu'on a tendance à ne pas trop utiliser au quotidien, mais ça va être les mêmes mots de manière répétitive. Donc, ça ne va pas trop varier le vocabulaire, ça ne va pas trop changer. Même si les mots sont assez abscons, ça va être les mêmes mots de manière répétitive, le même agencement, c'est-à-dire qu'on va retrouver la même structure de texte. On va avoir une petite introduction, une définition, une petite introduction, deux paragraphes qui vont détailler un peu le concept, et puis un résumé, une summary, we have this and that. C'est toujours le même agencement de phrases, c'est toujours, et puis un burstiness, ça va être la variété qu'on retrouve au niveau des phrases. L'intelligence artificielle va montrer très peu de variété. Donc, lorsqu'on analyse le second paramètre ici, le détecteur va s'attarder sur la longueur des phrases. Donc, ce qui a été remarqué, c'est que dans l'intelligence artificielle, on va produire des phrases qui ont toujours environ 15 mots et ça va être un alignement de phrases de 15 mots dans ce même ordre-là. Une petite introduction avec définition, deux petits développements et une conclusion. Or, l'être humain ne parle pas toujours de cette manière. Et même si on essaye de respecter cet ordre-là, l'être humain ne va pas avoir des phrases qui vont tout le temps avoir une quinzaine de mots. Tantôt, ça va être court, à un moment donné, ça va être plus long, ou l'émotion va rentrer dans le détail, dans ce qu'on décrit, ça va être plus long. Si c'est une phrase de transition, ça va être plus court. Et c'est comme ça que les outils de plagiat arrivent à détecter qu'est-ce qui est produit par la machine et qu'est-ce qui est produit par l'humain. Donc, je répète ici, il n'est pas question de tromper les éditeurs ou de tromper les journaux et d'avoir un texte produit par l'intelligence artificielle sans le mentionner, parce qu'il faut toujours mentionner quel est l'outil qu'on a utilisé, à quelle proportion ça a été utilisé et exactement dans quelle partie de notre travail on l'a utilisé. Et puis, surtout, même si on passe notre texte au détecteur d'intelligence artificielle, à la fin, il s'agit de ramener de l'humanité dans ce qu'on écrit, de garder ça aussi authentique que possible. Donc, on n'apprend pas à tromper les outils de détection de plagiat. On veut rester le plus transparent possible et surtout le plus proche de soi, de son identité possible. Donc, voilà pour ce qui est de comment les détecteurs de plagiat fonctionnent pour les textes générés par l'intelligence artificielle et puis surtout comment garder sa pensée critique, sa signature, son authenticité, même lorsqu'on utilise l'intelligence artificielle. Donc là, vous pouvez voir des exemples, par exemple, d'un texte, on a donné le même prompt
Et il y a dans le premier exemple ici ce que l'intelligence artificielle a généré comme texte et dans le second, ce qu'un humain a écrit concernant cette thématique, c'est-à-dire expliquer l'importance d'utiliser des références dans l'écriture académique. Alors, on peut voir dans le premier exemple que toutes les phrases ont la même longueur. On parle d'une quinzaine de mots. Et c'est comme ça que le détecteur va remarquer ça, c'est l'intelligence artificielle. Bien que les phrases ne soient pas si compliquées, on va avoir les mêmes mots. On voit déjà crucial. On sait que l'intelligence artificielle commence toujours par dire que c'est très important, c'est crucial pour ci ou pour ça. Donc, c'est des mots qui vont permettre de détecter automatiquement que ce texte-là est produit par une intelligence artificielle. Également, la longueur des phrases. Et puis, lorsque c'est un humain, il va avoir des transitions, annoncements, voilà, ça va être plus fluide, plus simple et surtout, ça va être un peu plus diversifié en termes de vocabulaire. Le phrasé ne va pas avoir la même taille, la même, voilà, exactement le même nombre de mots par phrase, ça ne sera pas, et ce qui fait que le texte va avoir voilà, va paraître plus humain et va passer, si on veut, va passer pour humain, même si ça a été écrit par une intelligence artificielle à la base. OK, donc les principes à respecter surtout lorsqu'on utilise l'intelligence artificielle dans l'écriture académique, déjà être transparent. Ça, je ne veux pas cesser de le répéter. Être transparent. Ce n'est pas une honte d'utiliser l'intelligence artificielle et de le dire. C'est plutôt une honte d'utiliser et de le cacher, de vouloir faire semblant d'avoir écrit soi-même ce texte si beau et si original. Non, la honte, c'est vraiment de plagier. Donc, toujours être transparent, mentionner dans la méthode ou dans les remerciements quel outil on a utilisé, dans quelle proportion on l'a utilisé et dans quelle partie de notre texte exactement on l'a utilisé. Donc voilà. Et puis utiliser l'intelligence artificielle hein, pour supporter ce qu'on fait et non pour faire ce qu'on a à faire. Donc l'intelligence artificielle ne vient pas remplacer, mais vient juste supporter dans les tâches quotidiennes qu'on a à faire. Donc, toujours vérifier les faits émis par une intelligence artificielle parce qu'il s'est avéré que ça produit beaucoup de fausses sources. Ça produit beaucoup de fausses sources. Et pour un paresseux qui va juste vouloir copier-coller, il va se retrouver en train d'élargir voilà, la disponibilité de cette fausse source-là en ligne. Puisqu'il va publier ça, quelqu'un d'autre va prendre, copier, le citer lui. Et pourtant, il a cité une intelligence artificielle qui citait une fausse source. Donc, voilà, il faut toujours vérifier chaque phrase, qu'elle soit soutenue par une source et que cette source existe réellement. Et si elle existe, vérifier que voilà la teneur de la source, parce que ce n'est pas toutes les sources qui sont bonnes à prendre et à copier. Et puis, voilà, garder une idée que l'intelligence artificielle, c'est l'assistant. Ce n'est pas vous, l'auteur. L'intelligence artificielle, pardon, reste toujours et restera un assistant. On doit savoir utiliser pour avancer parce que le monde évolue, la technologie évolue. Et voilà, celui qui ne sait pas utiliser l'intelligence artificielle va être de plus en plus lent comparativement aux autres. Donc, il faut savoir absolument l'utiliser. Mais surtout, le plus important, il faut savoir bien l'utiliser. Voilà. Donc, les stratégies pour rester focus, pour rester aligné, pour utiliser notre cerveau le maximum possible, ne pas céder à la tentation, la facilité de se référer, de se remettre entièrement à l'intelligence artificielle. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire à chaque fois qu'on a une thématique de réflexion? C'est d'abord, si on peut se déconnecter d'Internet, c'est mieux. Prendre son papier A4, son stylo et écrire tout ce qu'on pense de la thématique. Développer le sujet avec, comme si on n'avait pas de courant d'électricité, d'appareil électronique. Qu'est-ce qu'on pense du sujet? Qu'est-ce qu'on croit savoir? Essayer de développer au maximum. Et ainsi, lorsqu'on va aller vers l'intelligence artificielle, on pourra utiliser cela comme une caisse de résonance, se demander quel angle je n'ai pas couvert, et voilà, dans quoi je dois chercher, où je dois aller pour couvrir à 360 degrés mathématiques. On ne va pas demander à l'intelligence artificielle, s'il te plaît,
en 2 pages, fais le thème, fais ça pour moi. D'ailleurs, vous allez avoir quelques exemples de ce qu'il ne faut surtout pas faire. Donc, par exemple, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon lorsqu'on utilise, surtout pour les élèves, les étudiants qui sont là connectés. Lorsque vous avez un thème de recherche, ou lorsque vous avez un exposé à faire, ne pas commencer à taper comme prompt, écrit, si on vous a demandé 10 pages, il n'est pas question d'aller dire produis-moi 10 pages sur cette thématique et réécrire la thématique. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit déjà d'avoir développé un peu la thématique sur la base des petites informations que vous avez et puis de demander à l'intelligence artificielle de réorganiser pour vous un paragraphe que vous avez écrit ou alors de demander quel angle vous n'avez pas couvert lorsque vous avez écrit votre paragraphe afin que ça élargisse vos idées et que ça vous renvoie chercher ce que vous n'aviez pas trouvé de prime abord. Donc, vous pouvez demander de suggérer 3 arguments. 3 arguments qui peuvent soit contredire, soit aller dans votre sens. Et après, vous vérifiez les sources qui sont associées à ces arguments. Voilà. Donc, ce qu'il ne faut pas surtout faire, c'est demander à l'intelligence artificielle de générer pour vous les références d'un texte. Si ça a produit un texte et qu'à la fin, vous dites, donne-moi la liste des références que tu as utilisées pour produire ce texte, c'est clair que ça va produire une liste de références que ça a utilisées, sauf que ces références, pour beaucoup, ne seront pas vraies. Donc, il faut toujours vérifier ligne par ligne ce qui est écrit, ce qui est produit. Donc, les messages, c'est la dernière diapo. Les messages qu'on doit retenir après cette présentation sur l'utilisation éthique de l'intelligence artificielle dans la recherche scientifique, c'est que l'intelligence artificielle, certes, c'est un outil très puissant. C'est un outil très puissant et ça va être un atout de leadership parce que ça va vous permettre de rester toujours en tête dans l'avancée technologique qu'on a aujourd'hui, surtout dans le monde de la science. Ça va vous permettre de rester en ligne, en tête de ligne, mais il ne faut pas oublier que c'est un outil. Ça reste un outil. Ce n'est pas votre cerveau, ce n'est pas vous, ce n'est pas votre voix, ce n'est pas votre identité. Ça reste un outil que vous utilisez comme mégaphone pour faire entendre votre voix, ok, le mieux possible, le plus clair possible, le plus détaillé possible. Ce n'est pas l'intelligence artificielle qui va écrire pour vous. Vous allez écrire et ça va améliorer votre écriture pour la rendre le plus compréhensible par le plus grand nombre. Donc, gardez ce message en tête. Et deuxièmement, quelle valeur vous avez comme scientifique? La seule valeur que vous avez comme scientifique, c'est votre capacité de juger, votre capacité d'être objectif et d'avoir votre pensée critique. Si vous perdez cela parce que vous reposez entièrement sur l'intelligence artificielle, ça veut dire qu'on peut douter de tout ce que vous faites, tout ce que vous produisez, tout ce que vous écrivez, tout peut être remis en question. C'est pas ce qu'on veut pour évoluer dans notre carrière. Alors, on veut garder sa créativité, son intégrité et surtout sa capacité de jugement. Donc, comment on utilise l'intelligence artificielle pour augmenter ou alors pour améliorer son travail? Ça a été décrit dans la vidéo. Ça doit être une caisse de résonance. Ça ne doit pas être, voilà, on ne doit pas juste copier et coller. Il ne s'agit pas ici de cacher sa paresse. Il ne s'agit pas de se reposer sur ça entièrement pour l'écriture de ce qu'on a à faire, quoi, de ces tâches. Donc, sans éthique, l'intelligence artificielle reste un risque énorme. Ça reste un risque pas seulement pour vous, la peur d'être démasqué, non, c'est pour toute la communauté. Vers des filets, des filtres de plagiat et tout ça, tout ce qui passe au travers là, ce sont des données qui vont se retrouver dans la banque générale de données que tous les scientifiques de tous les jours, même ceux qui sont intègres et tout, vont se retrouver en train d'utiliser parce que ça a traversé justement toutes les barrières de vérification. On va se retrouver demain en train d'utiliser ça. Et pour mais pour toute la communauté scientifique. Donc, il faut toujours se demander, est-ce que demain, s'il n'y a plus d'officiel, si on bannit ça d'utilisation artificielle? Si vous répondez oui à cette question, alors vous êtes
Zotero. So all of you that are interested to work and to learn how to use Zotero to input reference in your text, please stay to the end of this webinar and ask your question now. So you have the floor. Okay, I can see Dr. Christiana, you have a question, please. You have the floor, you can ask a question. Dr. Christiana, your mic is muted. Hello, Doc. Hello there, good evening. Oh. Good evening. No, it's not a question. I just wanted to appreciate the presentation. I've learned a lot. Thank But you. as you were giving your talk, one question kept on running through my mind. How much can we discipline ourselves? Like when you have a topic and you want to really discipline yourself, that I don't want AI to just give me everything. I want to first of all think Mhm. myself before I ask AI to complete it. I think that's where we have the challenge. Sometimes you Yeah. can tell yourself that no, I will do it myself, and then by the time you're working, say, I don't have time. Let me just go and AI should do it for me. Let me continue. So my question that was just passing through my mind was how much we can discipline ourselves to say I will do part of the work myself and let AI do the rest. Thank you, though. Thank you for the question. Actually, it's a very good question because we are all tempted to rush to AI, particularly during this pressure time, maybe when we have a deadline that is just close, and we want to do things fast. We want to have the answer fast enough. So finally, we don't do things in the proper manner. But then just to come back to what we said about what is the things to do before we manage to do as we can. The things to do is first to think about the topic on your own, to go and do the research on your own. Let's assume AI doesn't exist. How will you do? How will you proceed? So you do the research on your own. So now when you say, okay, we have only 2 days for you to do that same research, this is where you will ask the AI actually to organize or to cover the main line about these topics, and you still have to check line by line if that's exactly what is the context, what is the actual fact about, because AI you can't say you don't have time, you always have to check, because the devil is in the details. When you just say, okay, I'm in a hurry, I will just copy the text and use it, you find yourself embarrassed somewhere because you are using fake data or fake statement. So it's better to, even if you just collected this text from AI because you are rushing, to check every single sentence produced by AI. Always check. The source are not really always true sources, so you have to check, even in a hurry. Maybe you will reduce, maybe you will just reduce the length of your text, but because you don't have time to check all, but you have to check. Always double check what you are going to say
particularly if you have not you don't have the time to do the pre-searching before coming to AI. So when you are there, you are in a hurry, please take the time to check, cross-check, over-check before you render this text in public. Okay, this is the only advice I have. When I see I don't have time to do the search, I will shorten the product. Yes. Mm. And Thank limit you very myself. much. Yeah, limit myself to what I'm really sure. Mhm. Okay. Well, thank you. If someone have another question about plagiarism and referencing, was it clear? Was it clear what the Darlington said about referencing and plagiarism? Okay. So if you have more questions, just think about it when he will prepare himself for the practical session. Yes, Dr. Christiana, seems like you have another question, please. Yes. Doc, I wish to ask this other question. Like, it's your first time to start with AI, because for the presentations I've had on AI of recent, we just start saying AI is this, AI is that. But now imagine I have never been to AI Mhm. and I want to start. How do I go about it? Okay. So it's your first time to discover what AI is used for. Yeah, like you already know that it's used for, let's say, for research. Maybe Okay. you want to research something, and then, but now, like you have your computer in front of you, do you go to Mhm. Google and type AI, or what do you type to start? Yeah, if you remark, if you notice with the new configuration of Google, you have AI appearing as the first answer now. So even if you where you are, you want to use Google, it will first show you the AI Mhm. answer The before AI. all Yes, Doc, I've the other noticed it. answers. Mhm. So if it's your first time to use, I will assume if I'm using something for the first time, I want to know what are the advantage and the inconvenience of what I'm using. If I'm using a tool, I want to know, okay, what can wait me in front there. So just do a quick check on the literature about AI to know what are the limits, what is wrong, how can I use it, the best way to use it. You just want to know what is the best way to use it. Everything that is new, you want to optimize the use of it, and you want to use it in the best configuration. I'm not sure if I'm clear. And if someone wants to add something about, feel free. Bowe Apollo, yes, please ask your question. Okay, good evening, madam. Good evening, everyone. Thank you so much for the Good wonderful evening. presentation. So I wish to ask some AI hands that we can use in research, like which AI is best for harvesting information and not give us a lot of garbage, that can actually filter and give us something that is credible so that we can synthesize Mm-hmm. and add in our work. Thank you. Okay. Mm, to be honest on that, I will say they are all good, but the thing is, the part that is the best part is always you have to pay. ChatGPT was the first to come, so you have ChatGPT 0 or 1.0, I don't remember. The first one to appear was pretty good, but now you have the 5.0 that is there, and you have to pay to go to that level to have the premium use of it, where you can have good information. All these
basic basic form of the AI tools outside there are not the best one, are not the most sensitive one. But if I can just list few of them that from the basic utilization are quite good, I will cite Perplexity, I will cite Claude AI, Perplexity AI, Claude AI, Consensus, and Notebook LM. This is the one I use because I'm not using the pay version. I'm using also basic version. So when I see that, okay, this one, for example, ChatGPT, the free version, give a lot of fake source. I don't know if they change from now because many AI came and yeah, they just cross and pass them. So I'm using Notebook LLM, Notebook, and Claude AI, Perplexity AI. They are quite good. They still have this percentage of fake sources. So don't just rely on them because I mentioned them. I always check one by one the source I have. We always have 2 on 5 or 1 on 5 that are fake source. So if you don't do the work, you will not find, you will not see. Mm. Yes, please, Darlington. Okay, thank you very Okay. much, madam, for your wonderful presentation. It was actually very eloquent and informative and well elaborate. Yes, just to add, actually, you see that doing without the AI sometimes is actually very challenging as it is the work as you have said. Yes, what I can recommend for the use of AI is that when you look at it, you find that the one of the major challenges in the actually uh, in research is getting the right source of the information. That is one of the very key challenges. Like maybe you are working on a particular area on a particular topic, and maybe doing search manually, you are not even able to get sources that could bring out very good information about what you are working on. And Mm-hmm. this is the perfect case where AI can actually play a very important role, where you can maybe you can prompt AI to propose to you sources that will give you that information. I think that I have been doing that, and I always get quite a number of sources from where I can easily find information. Actually, now the reading and the extraction of the material becomes at least more easier. But when you are doing the research by yourself, you are searching in the different sources online, and then you are getting articles, you are getting sites that they are just saying things which are very far from what you are looking for. It becomes very challenging, and it actually pushes someone to just go directly and ask the AI to give the information. Mm-hmm. No, I understand your point very well, Darrington. Actually, maybe the way you search is not really different from the one I use, but I don't just use AI. But the thing is, I'm not going when I'm searching about a thematic, right? I don't want to like start searching information one by one when I have my plan. I want first to search what is the most recent review because review are always compiling all the information about the topic, right? So this is the same thing that AI is doing. Is you just compile the information about the topic and give you a summary. But sometimes it's also adding mentioning sources that are not right. But if you start searching a review or a meta-analysis, this type of article of journal that compile data about a topic, when you start with that, you have a clear view of what is the most recent or advanced discovery about that topic. So it's the same thing AI do. Sometimes AI just
don't just want to use a review. I don't know why they like using small article with the low impact factor. So this is why I'm not really comfortable using it for first research. But I give more credibility to review, to meta-analysis because yeah, it has a powerful statistical background behind what is said, what is mentioned. But the approach is not that different. You can ask the AI to summarize the most recent review and meta-analysis for you about that topic. When it give it to you, then you read the abstract from this review and you have the whole picture, the big picture about the topic you are searching. Prof. Justine Germo have a question in the chat. Is it advisable to check if a text was regenerated with AI, especially in joint work? Because it seems that when we check, it stay in the cloud. Yes, I read that. So I don't think I can answer this question because I don't know if it's really true that this text that we are uploading in the AI for verification, if they don't stay there and cannot be like used because AI is using big data to produce text, to generate images, to generate videos. It's using what we, but at the beginning we give to it. So we give AI something that she will use to transform and give it back to us. So yeah, I'm not really sure if if I can say it stay in the cloud. I don't know if it's really stay in the cloud, but it's a risk for sure. It's a risk. So yeah, maybe it's not safe to use a text for like let's say your next paper, put it all there to ask for to check for the plagiarism score. Uh, Maybe you want to use just small parts, one paragraph, but not your full discussion or full result section to introduce there and ask for the plagiarism score. Yeah, so we need to be also more prudent about how we use AI, the plagiarism software to check our AI score. But if I don't know if someone have another idea about the data in the cloud, they can complete when we take the Dr. Agrippine Gako. You want to ask a question? I see your hand. Or you want to add some information about this question regarding the data we put in AI to check. AI to check. Dr. Kako? Hello. Okay, when she's coming, please, Darlington, will you want to start with the practical session? Use Zotero. If you have more questions, please put in the chat. If you have more questions, write it in the chat. By the end of the practical session, we will answer them. Okay, yes, Doc. I think that Okay. if there are no further questions, we can go to the practical session.